J'ai trouvé la lettre dans le couloir. Une enveloppe blanche pliée avec soin, cachée derrière le cadre d'un tableau que ma mère avait accroché depuis 20 ans. Je l'ai vue par accident alors que je fermais la maison après les funérailles, et quand je l'ai ouverte, mes mains ont commencé à trembler. L'écriture était la sienne, inconfondable. Ramiro, écoute bien ce que je vais te dire. Je t'ai laissé 2 millions de dollars. Tout est à ton nom. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose de très important. Ne dis rien à Vanessa, ni à sa mère, ni à son frère. Dis-leur que je n'ai laissé que des dettes, qu'il n'y a rien. Fais-moi confiance, mon fils. Dans 6 heures, tu comprendras tout. Je suis resté paralysé dans ce couloir. 2 millions de dollars. Ma mère, qui avait vécu toute sa vie simplement, qui n'avait jamais eu de voiture neuve, ni de maison luxueuse, qui rapiéçait ses vêtements avant d'en acheter de nouveaux, avait laissé des millions de dollars. Et la première chose qu'elle me demandait était de les cacher à ma femme. Je ne comprenais rien. Pourquoi le cacher à Vanessa? Que savait ma mère que j'ignorais? Que pouvait-il se passer en 6 heures qui expliquerait tout? Je suis resté à fixer ces mots jusqu'à ce que les lettres commencent à bouger devant mes yeux. Non pas de peur, mais de quelque chose de plus profond, de cette sensation qui apparaît quand le monde que tu connaissais commence à se fissurer sans que personne ne te prévienne. J'ai rangé la lettre dans ma poche, je suis sorti du couloir, et quand je suis entré dans le salon, et que j'ai vu Vanessa assise sur le canapé avec sa mère Clarisa et son frère Francisco, quelque chose en moi a changé pour toujours. Je les ai regardés différemment, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Ma mère est morte un mardi matin, et j'avais passé les dernières semaines à dormir sur cette chaise inconfortable de l'hôpital, lui tenant la main chaque fois que la douleur la réveillait au milieu de la nuit. Elle me regardait avec ses yeux fatigués, mais remplis de quelque chose que je ne parvenais pas à déchiffrer. Quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude, non pas pour elle, mais pour moi. Maintenant, je commençais à comprendre pourquoi le jour de sa mort, Vanessa n'était pas à l'hôpital. Elle m'avait dit qu'elle avait une réunion importante, qu'elle ne pouvait pas manquer, et de l'avertir si quelque chose changeait. Et moi, comme toujours, je lui avais dit que c'était bon, que je comprenais, de ne pas s'inquiéter, mais ce n'était pas bon. J'étais assis seul dans cette chambre blanche, voyant la respiration de ma mère devenir de plus en plus lente, plus espacée, plus silencieuse. Et au moment exact où elle a cessé de respirer, la seule chose que j'ai entendue fut le son du moniteur et mes propres poumons essayant de ne pas s'effondrer. J'ai appelé Vanessa. Elle a répondu au troisième coup de fil. C'est fini, ma mère est partie. Il y eut une pause. Puis elle a dit Oh, Ramiro, je suis désolé. Tu vas bien? Tu as besoin que je vienne? Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose dans sa voix ne sonnait pas comme il aurait dû. Ce n'était pas de la douleur, c'était autre chose. Quelque chose de plus froid, quelque chose de calculé, quelque chose que, sur le moment, j'ai préféré ignorer parce que je venais de perdre la personne la plus importante de ma vie et je n'avais pas la force d'analyser quoi que ce soit d'autre. Je ne lui ai pas dit « Reste, je m'en occupe ». Et je me suis occupé de tout. Seulement les démarches, les papiers, les appels, les funérailles. Tout est tombé sur mes épaules comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Personne ne m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Personne ne s'est proposé de m'accompagner pour signer les documents. Personne n'était là quand j'ai dû identifier le corps de ma mère et retenir mes larmes pour ne pas m'effondrer devant un fonctionnaire qui ne me regardait même pas dans les yeux. Vanessa est arrivée ce soir-là avec Clarissa et Francisco. Tous les trois sont entrés au salon funéraire comme s'ils arrivaient à une réunion de famille ordinaire. Bien sûr, une étreinte rapide et froide de celle qui ne signifiait rien. Francisco m'a serré la main avec ce sourire qui ne m'avait jamais plu. Ce sourire qui semblait toujours évaluer quelque chose, calculer quelque chose, attendre le bon moment pour en tirer avantage. Vanessa a bien pleuré, ou quelque chose qui y ressemblait. Mais ce dont je me souviens le plus de cette nuit-là, ce ne sont pas les larmes, c'est ce que j'ai entendu par inadvertance quand je suis passé par le couloir latéral du salon. Francisco et Clarisa parlaient à voix basse, très proches l'un de l'autre, presque collés au mur. Dès qu'ils m'ont vu, ils se sont séparés, mais pas avant que j'aie entendu suffisamment. Il faut savoir combien elle a laissé avant qu'ils ne fassent quoi que ce soit. Si c'est ce qu'ils disent, nous ne pouvons pas attendre longtemps.
Je me suis arrêté intérieurement. Extérieurement, j'ai continué à marcher comme si je n'avais rien entendu. Mais quelque chose en moi s'est tendu d'une manière qui n'a pas disparu de toute la nuit. Une tension nouvelle. Une tension qui s'est installée juste là où la confiance habitait auparavant. Combien l'a-t-elle laissé? Que savait-il que j'ignorais? Comment savait-il quelque chose si moi-même je ne savais rien? Ma mère était une femme simple. Toute sa vie, elle avait travaillé avec discipline, avec ordre, avec une austérité que j'avais toujours admirée. Elle n'avait jamais parlé d'argent, n'avait jamais rien étalé, ne m'avait jamais donné le moindre signe qu'il y ait quelque chose de caché, quelque chose d'accumulé, quelque chose qui attendait en silence toutes ces années. Et pourtant, là se trouvait cette enveloppe blanche avec son écriture inconfondable, des millions de dollars, et une instruction que je ne comprenais pas. Cette nuit-là, tandis que tout le monde dormait, je me suis assis dans la cuisine de la maison de ma mère, la lettre entre les mains, et je l'ai lue 3 fois de plus. Chaque fois que j'arrivais à la partie où il était écrit « Dans 6 heures, tu comprendras tout », quelque chose dans ma poitrine se serrait fortement. Que se passerait-il dans 6 heures? Qu'est-ce que ma mère avait préparé d'autre que l'argent? Pourquoi 6 heures et pas avant? Pourquoi ne me l'avait-elle pas dit de son vivant? Je regardais l'horloge. Il était 23 heures. Je décidai d'attendre. Mais en attendant, je commençais à me souvenir de petites choses qui, à l'époque, ne m'avaient pas semblé importantes et qui maintenant revenaient avec un poids différent. Une conversation que Vanessa avait eue au téléphone et qu'elle avait coupée dès qu'elle m'avait vu arriver. Une fois, Francisco avait demandé, presque par inadvertance, si ma mère possédait des propriétés enregistrées à son nom. La façon dont Clarissa déviait toujours le sujet quand je parlais de projets, d'avenir, de ce que je voulais construire avec Vanessa. De petites choses, mais qui, ensemble, formaient quelque chose que j'avais du mal à regarder en face, quelque chose qui ressemblait trop à un piège et dans lequel j'étais tombé sans le savoir. Je rangeai la lettre, j'éteignis la lumière de la cuisine, je restais assis dans l'obscurité, écoutant le silence de cette maison qui n'aurait plus de propriétaire, et je me posais la question à laquelle j'avais le plus peur de répondre. Depuis combien de temps Vanessa attendait-elle ce moment? L'horloge continuait de tourner. Il restait moins de 6 heures pour tout comprendre. L'horloge indiquait 23 heures 42 minutes quand j'entendis des pas dans le couloir. C'était Vanessa. Elle entra dans la cuisine avec cette robe de chambre bleu ciel qu'elle portait toujours à la maison, les cheveux défaits, le visage ensommeillé. Elle me regarda, assis dans l'obscurité, et fronça les sourcils avec une expression qui voulait ressembler à de la tendresse, mais que moi, pour la première fois depuis des années, je ne parvins pas à interpréter comme telle. « Que fais-tu ici tout seul, Ramiro? Viens dormir. » « Je ne peux pas dormir, » lui dis-je. Et c'était vrai, mais pas pour la raison qu'elle croyait. Elle s'approcha, me posa la main sur l'épaule, me donna un baiser sur la tête. Tout était très calculé, tout était très à sa place. Et je souris, j'acquiesçai. Je lui dis que j'arrivais dans un instant. Elle retourna dans la chambre et je restai là, la lettre pliée dans ma poche qui me brûlait la poitrine comme une braise. Je commençais à penser à Ophélia. Ma mère n'était pas une femme très bavarde. Elle faisait partie de ces personnes qui observent, qui écoutent, qui retiennent, qui traitent tout en silence et ne parlent que lorsqu'elles ont quelque chose d'important à dire. Dès le premier jour où je lui avais présenté Vanessa, ma mère avait été aimable, correcte, hospitalière, mais jamais chaleureuse. Et moi, qui la connaissais mieux que quiconque, je l'avais toujours remarqué. Je lui avais demandé une fois, des années auparavant, ce qu'elle pensait de Vanessa. Elle m'avait dit « Elle est très jolie, mon fils. » Rien de plus. À ce moment-là, je n'y avais pas prêté attention. Maintenant, assis dans cette cuisine obscure, ces 3 mots résonnaient en moi d'une manière complètement différente. Ma mère ne disait jamais rien sans intention. Jamais. Chaque mot qui sortait de sa bouche était d'abord passé par un long et silencieux filtre. Et si la seule chose qu'elle avait dite de la femme avec qui je m'étais marié était « Elle est très jolie », c'était parce qu'elle n'avait rien trouvé d'autre à dire ou parce qu'elle avait préféré ne pas le dire. Je me levai, je marchai lentement jusqu'à la chambre où j'avais dormi enfant. Je m'allongeai sans faire de bruit et je regardais le plafond pendant des heures. À 6 heures du matin, le téléphone sonna. C'était le notaire
Il s'appelait Monsieur Felipe, un homme âgé, sérieux, de peu de mots, qui s'était occupé des affaires légales de ma mère pendant plus de 15 ans. Il m'appela avec une ponctualité qui me fit penser qu'il avait programmé cet appel depuis longtemps. Bonjour, monsieur Ramiro. J'ai besoin que vous veniez à mon bureau aujourd'hui à 10 heures. C'est urgent. Il y a des documents que vous devez connaître avant qu'il ne soit trop tard. Des documents sur quoi demandai-je, bien que je connusse déjà la réponse. Sur l'héritage de votre mère. Elle a été très précise avec les instructions. Très précise. Je raccrochais. Je restais assis sur le bord du lit. Mon cœur battait fort, non pas de peur, mais d'une sensation similaire à celle que l'on ressent quand on est sur le point de découvrir quelque chose qui va changer tout ce que l'on croyait savoir. Je pris un bain, je m'habillai en silence, et quand je sortis dans la salle à manger, Vanessa, Clarissa et Francisco étaient déjà réveillés. Les trois, à 7 heures du matin, dans la maison d'une femme qui venait de mourir. Ils buvaient du café comme si c'était leur propre cuisine. Francisco tenait son téléphone à la main et le rangea dès qu'il me vit apparaître. Vanessa me sourit avec ce sourire qui, jusqu'à hier, me semblait magnifique. As-tu dormi un peu me demanda-t-elle. Un peu dis-je. Je m'assis, j'acceptai le café que Clarissa me tendait et j'attendis, car je savais qu'il n'allait pas tarder, que la question que tous voulaient poser allait surgir d'elle-même sans que personne ne puisse la retenir bien plus longtemps. Ce fut Francisco le premier à parler. Dis, Ramiro, tu sais déjà quelque chose de ce que ta mère a laissé? Il faut parler à un notaire, ou quelque chose comme ça. Il le dit avec son ton habituel, désinvolte, presque distrait, comme si c'était une question sans importance qui venait de lui traverser l'esprit en buvant son café un mercredi ordinaire. Mais ses yeux n'étaient pas désinvoltes. Ses yeux étaient très attentifs, trop attentifs. Je le regardai, pris une gorgée de café et dis ce que ma mère m'avait demandé de dire. Elle n'a rien laissé, Francisco, seulement des dettes. Je vais devoir voir comment résoudre cela dans les prochains jours. Silence. Un silence qui dura à peine 3 secondes, mais qui sembla durer 3 minutes. Ils échangèrent un regard éloquent. Ce fut un regard rapide, presque imperceptible, mais je le vis. Je le vis parfaitement. Et dans ce regard, il y avait quelque chose qui n'était pas de la condoléance, pas de la surprise, mais de la déception. Une déception qu'ils tentèrent de masquer immédiatement avec des expressions neutres, des hochements de tête, des phrases de soutien qui sonnaient creuses et forcées. Oh, quel dommage, dit Clarissa. Ces choses sont toujours compliquées. Si tu as besoin d'aide pour cela, nous sommes là, ajouta Francisco. Vanessa ne dit rien. Elle resta à fixer sa tasse de café, et cela me parut plus révélateur que n'importe quel mot. Je m'excusai. Je dis que je devais sortir pour faire quelques démarches. Je ne mentionnai pas le notaire. Je ne mentionnai rien. Je pris congé normalement, calmement, avec le même visage serein que j'avais eu toute la matinée. Mais intérieurement, quelque chose avait changé. Ce regard échangé entre Francisco et Clarissa l'avait tout changé. J'arrivai au bureau de M. Philippe à 10 heures précises. C'était un endroit petit, ordonné, avec une odeur de vieux papier et de bois verni. Il me reçut debout, me serra la main fermement et me demanda de m'asseoir. Sur le bureau se trouvait un épais dossier et, par-dessus, une autre enveloppe plus grande que celle que j'avais trouvée dans le couloir, avec mon nom écrit de la même écriture que ma mère. Votre mère a laissé des instructions très précises, dit M. Philippe en ajustant ses lunettes. Cette enveloppe devait vous être remise exactement 6 heures après que vous ayez trouvé la première. Elle a calculé les délais avec beaucoup de soin, monsieur Ramiro. Avec beaucoup de soin? Je restai à fixer l'enveloppe sans la toucher. Depuis combien de temps préparait-elle cela? Demandai-je. Monsieur Felipe marqua une brève pause. Il me regarda avec une expression qui mêlait respect et quelque chose s'apparentant à de la tristesse. Plus de 2 ans, dit-il. 2 ans. Ma mère préparait depuis 2 ans quelque chose dont j'ignorais même l'existence. 2 ans à garder un secret qui concernait mon épouse, ma vie, un argent dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. 2 ans à me regarder dans les yeux chaque fois que je lui rendais visite, à me servir du café, à me demander comment j'allais, sans rien me dire, sans laisser échapper un seul mot de tout ce qu'elle savait. J'étendis la main, pris l'enveloppe, l'ouvris lentement, et quand je commençai à lire,
Je compris pourquoi ma mère avait attendu si longtemps pour me dire la vérité, car la vérité était pire que ce que j'imaginais. Bien pire. La lettre était longue. Ma mère n'était pas femme de beaucoup de mots quand elle parlait, mais quand elle écrivait, c'était différent. Chaque phrase était construite avec une précision qui me rappela que derrière cette femme simple qui raccommodait des vêtements et servait du café se cachait un esprit auquel rien n'échappait. Absolument rien. Je commençai à lire. Ramiro, mon fils, si tu lis ceci, c'est que les 6 heures sont passées et que tu sais déjà que l'argent existe. Maintenant, j'ai besoin que tu saches pourquoi je t'ai demandé de le cacher. Je ne te l'ai pas dit de mon vivant parce que je savais que tu ne me croirais pas. Tu étais trop bon avec elle, trop aveugle. Et ce n'est pas un défaut de ta part, mon fils. C'est que l'amour fait cela. Il te bande les yeux là où tu as le plus besoin de voir. Je dus m'arrêter. Je respirais profondément. Je continuais à lire. Il y a 2 ans et 3 mois, un jeudi après-midi, Vanessa est venue me rendre visite seule, sans te prévenir. Elle m'a dit qu'elle voulait me parler de femme à femme. Elle s'est assise sur cette même chaise où tu t'assieds toujours et m'a demandé très calmement si j'avais des biens ou des économies à mon nom. Je lui ai dit que je ne savais pas de quoi elle parlait. Alors elle m'a dit quelque chose que je n'ai pas oublié un seul jour depuis. À ce moment-là, je levai les yeux du papier. Monsieur Felipe regardait par la fenêtre en silence, comme s'il connaissait déjà le contenu de cette lettre et avait décidé de me laisser l'espace nécessaire pour la digérer. Je revins seulement au papier. Elle m'a dit, Ophélia, vous êtes déjà âgée. Il faut parler de ces choses à l'avance. Si vous avez quelque chose de côté, le mieux est de le mettre au nom de nous deux, de Ramiro et du mien, afin qu'il n'y ait pas de problème quand vous ne serez plus là. Et elle a souri en me disant cela. Mon fils. Elle a souri comme si elle me rendait un service. Je sentis que l'air me manquait. Vanessa était allée parler à ma mère seule, sans rien me dire, pour lui demander son argent. 2 ans avant qu'elle ne meure, quand ma mère allait encore relativement bien, quand le diagnostic ne faisait que commencer, quand personne ne savait avec certitude combien de temps il lui restait. Je continuais à lire et chaque ligne était pire que la précédente. Après cette visite, j'ai commencé à observer. J'ai demandé l'aide de M. Felipe pour vérifier certaines choses et nous avons trouvé quelque chose qui m'a brisé le cœur, Ramiro. Nous avons découvert que 3 mois avant cette visite, Vanessa avait consulté un avocat spécialiste en divorce. Pas une fois, mais 3 fois. Et lors de ces consultations, elle avait spécifiquement demandé comment fonctionnait la division des biens lorsqu'un des conjoints recevait un héritage pendant le mariage. Le papier tremblait dans mes mains. Ce n'était pas le froid. C'était mon corps qui réagissait à quelque chose que mon esprit refusait encore d'accepter pleinement. Vanessa avait consulté un avocat spécialisé en divorce 3 mois avant d'aller demander à ma mère combien d'argent elle possédait. 3 mois avant, ce qui signifiait que le plan n'était pas né d'une conversation ni d'un moment d'ambition soudaine. C'était quelque chose qu'elle avait construit calmement, patiemment, avec une froideur qui ne correspondait à aucune des images que j'avais de mon épouse. Je continuais à lire. Mon fils, ton épouse planifie depuis un certain temps de demander le divorce, mais pas n'importe quel divorce. Elle attend le moment exact, le moment où il y aura suffisamment d'argent pour qu'elle puisse en prendre la moitié. Et Francisco sait tout. C'est lui qui l'a mise en contact avec l'avocat. C'est lui qui lui a dit que s'ils attendaient que je meure et que tu hérites de quelque chose d'important, il pourrait agir vite avant que tu ne déplaces l'argent ou ne le protèges d'une manière ou d'une autre. Francisco, le frère de Vanessa, celui qui avait toujours ce sourire calculateur, celui qui, ce matin-là même, m'avait demandé en prenant un café dans la cuisine de ma mère décédée s'il y avait quelque chose à hériter. Je fermai les yeux un instant. Je me rappelais chaque fois que Francisco était venu chez nous. Chaque dîner, chaque réunion de famille, chaque moment où il s'était trop approché des conversations sur l'argent, sur les propriétés, sur l'avenir. Je me rappelais comment Vanessa le défendait toujours quand j'insinuais qu'il ne me plaisait pas. C'est mon frère, Ramiro. Il est comme ça. Ne le prends pas mal. Je ne le prenais pas mal, je le lisais parfaitement, seulement je ne voulais pas le croire. Je continuais la lettre. C'est pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, mon fils. J'ai tout déplacé, avec l'aide de M. Felipe.
J'ai réorganisé mes biens pendant ces 2 ans. J'ai vendu la propriété du Nord que tu ne connaissais pas. J'ai liquidé les fonds que j'avais à la banque et j'ai tout converti en quelque chose qui est complètement hors de portée de tout processus de divorce. Ton nom est dans une structure juridique que M. Felipe va t'expliquer aujourd'hui. Vanessa ne peut pas toucher un seul dollar, ni elle, ni son frère, ni personne. Je levai les yeux vers M. Felipe. Il me regardait maintenant avec cette expression sérieuse et tranquille de celui qui a gardé un lourd secret pendant longtemps et peut enfin le relâcher. Vous saviez tout cela lui demandai-je. Votre mère m'a engagé il y a 2 ans pour vous protéger, dit-il. Nous avons tout fait dans la légalité. Tout est documenté. Tout est blindé. 2 ans. Ma mère avait passé 2 ans à affronter une maladie qui la consumait de l'intérieur. Et au lieu de dépenser son énergie dans la peur ou la douleur, elle l'avait dépensée à me protéger, à construire en silence une muraille juridique autour de ce qu'elle voulait me laisser, à s'assurer que lorsqu'elle ne serait plus là, personne ne pourrait me prendre ce qui était à moi. Je continuais à lire la lettre. Il en restait peu. Il y a une chose de plus, Ramiro, et j'ai besoin que tu la lises calmement. Dans le dossier que M. Felipe a, tu vas trouver un enregistrement. C'est du téléphone de Francisco. Je ne vais pas t'expliquer comment nous l'avons obtenu, parce que cela n'a pas d'importance maintenant. Ce qui importe, c'est ce qu'il dit. Écoute-le, et ensuite, décide toi-même ce que tu veux faire. Mais quoi que tu décides, je veux que tu saches quelque chose. Tu mérites quelqu'un qui t'aime toi, pas ce que tu peux lui donner. Ne l'oublie jamais. Avec tout mon amour, maman. Je pliai la lettre, la posai sur le bureau avec soin, comme si c'était quelque chose de fragile, comme si la plier trop fort pouvait briser quelque chose de plus que le papier. Monsieur Felipe ouvrit le dossier, en sortit un petit téléphone, un de ces enregistreurs vocaux que presque plus personne n'utilise. Il le posa devant moi. « Quand vous voulez, dit-il. » J'appuyai sur le bouton et la voix de Francisco remplit ce petit bureau silencieux, comme s'il était assis là, de l'autre côté du bureau. « Je sais que c'est long d'attendre, Vane, mais pense-y. Si nous le faisons avant l'heure, nous nous retrouvons sans rien. Il faut attendre que la vieille meure, qu'il hérite, que l'argent soit sur son compte. C'est là que tu demandes le divorce. La moitié pour toi, la moitié pour nous. L'avocat dit que si nous nous y prenons bien, il ne pourra rien faire. » Et puis la voix de Vanessa, tranquille, sûre, sans hésiter une seconde. « Oui, tu as raison. Il faut attendre. » J'éteignis l'enregistreur. Je restai silencieux pendant un temps que je ne sus mesurer. Monsieur Felipe ne dit rien. Il attendit seulement, parce qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas précipiter. Des choses qui avaient besoin de leur propre temps pour s'installer, pour devenir réelles, pour cesser de ressembler à un cauchemar et se transformer en quelque chose que l'on pouvait regarder en face. Vanessa avait attendu que ma mère meure, attendu que j'hérite, attendu le moment exact pour détruire 12 ans de mariage et emporter la moitié de tout. Et moi, pendant tout ce temps, j'avais dormi à ses côtés, sans rien savoir. Je regardais par la fenêtre du bureau de M. Felipe. Dehors, le monde était toujours le même. Le soleil, la rue, les gens qui marchaient. Tout était normal, tout était tranquille, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé, et ce qui allait se passer ensuite ne dépendait que de moi. Je sortis du bureau de M. Felipe, le dossier sous le bras et le téléphone enregistreur dans la poche de ma veste. Le soleil matinal me frappa le visage comme si le monde n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer à l'intérieur de cet immeuble. Les gens marchaient, les voitures passaient. Un monsieur vendait des journaux au coin de la rue. Tout était absolument normal, tout absolument étranger à ce que je portais en moi à cet instant. Je m'assis sur un banc du parc qui se trouvait à un demi-pâté de maison. J'avais besoin de réfléchir, pas avec colère, pas avec désespoir. J'avais besoin de réfléchir avec la même clarté froide que celle avec laquelle ma mère avait réfléchi pendant 2 ans, tandis qu'elle construisait en silence la protection que je tenais maintenant entre mes mains. Si elle avait pu le faire, malade, son corps la trahissant, le temps se comptant en mois et non en années. Je pouvais le faire maintenant. Je pouvais réfléchir, je pouvais planifier, je pouvais agir. Mais d'abord, j'avais besoin de comprendre exactement ce que j'avais.
J'ouvris le dossier. Monsieur Felipe avait tout organisé avec une précision qui expliquait pourquoi ma mère l'avait choisi lui, et non n'importe qui d'autre. Il y avait des documents de transfert de biens, les registres des propriétés vendues, les relevés de compte des fonds liquidés, et, à la fin, une feuille à en-tête légale qui expliquait la structure dans laquelle l'argent était déposé. Il était placé dans un fonds fiduciaire à mon nom exclusif, avec des clauses spécifiques qui le protégeaient contre toute procédure de divorce, poursuite civile ou réclamation de tiers. Ma mère n'avait pas seulement déplacé l'argent, elle avait construit une forteresse légale autour de celui-ci avec l'aide de M. Felipe et l'avait fait avec tellement d'anticipation qu'aucun avocat de Vanessa ne pourrait arguer que cela avait été fait au détriment du mariage. C'était brillant. C'était exactement ce que Vanessa et Francisco ne s'attendaient pas à trouver. Ils s'attendaient à de l'argent facile, un héritage direct, sans structure, sans protection, déposé sur un compte simple que n'importe quel juge aux affaires familiales pourrait diviser en deux d'une seule signature. Ils s'attendaient à ce que je sois le même Ramiro que d'habitude, celui qui ne pose pas de questions, qui n'analyse pas, qui fait trop confiance et agit trop tard. Ils ne savaient pas que ma mère m'avait donné quelque chose de plus que de l'argent. Elle m'avait donné du temps et un avantage. Je rangeais les documents, refermais le dossier et commençais à élaborer dans ma tête ce que j'allais faire ensuite. La première chose que je compris fut que je ne pouvais pas réagir brusquement. Je ne pouvais pas arriver à la maison de ma mère, où Vanessa, Clarisa et Francisco étaient toujours installés comme si elle leur appartenait, et exploser. Je ne pouvais pas montrer que je savais. Je ne pouvais pas laisser transparaître sur mon visage ce que j'avais découvert ce matin-là, car au moment où ils le sauraient, ils changeraient de stratégie, et j'avais besoin qu'ils continuent d'agir selon le plan qu'ils avaient déjà. J'avais besoin qu'ils restent confiants. J'avais besoin qu'ils continuent de croire que j'étais le Ramiro qui ne savait rien. La deuxième chose que je compris fut que je devais agir vite, mais sans que cela ne se voie. J'appelais M. Felipe depuis le banc du parc. « Que dois-je faire pour que tout soit complètement bouclé de mon côté ?» lui demandai-je. « Presque tout est déjà fait, » dit-il. « J'ai seulement besoin que vous signiez 3 documents aujourd'hui. Je peux les avoir prêts cet après-midi ? Et il y a une chose de plus, que votre mère a laissé des instructions de vous remettre en personne, mais elle a voulu que ce soit vous qui décidiez du moment. Quelle chose ? Un deuxième enregistrement plus récent, datant d'à peine 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines avant de mourir. Ma mère recueillait encore des informations. Elle travaillait encore. Elle me protégeait encore depuis un lit d'hôpital, le corps rempli de médicaments et l'esprit plus lucide que jamais. « Gardez-la pour cet après-midi, » dis-je. « Je vais à la maison et je reviens. » Je raccrochais, me levais du banc et marchais de nouveau vers la maison de ma mère d'un pas différent de celui que j'avais eu depuis des jours. Ce n'était pas de la rage, ce n'était pas de la vengeance, c'était quelque chose de plus serein et de plus dangereux que les deux choses réunies. C'était de la clarté. Quand j'arrivais, les 3 étaient toujours là. Vanessa rangeait quelques affaires dans le salon, pliait des couvertures, arrangeait des coussins, faisant ce genre de mouvements qui semblent utiles, mais qui sont en réalité une façon d'être présente sans que personne ne puisse vous demander de partir. Clarisa préparait quelque chose qui sentait le riz et la condescendance. Francisco était dans le patio, parlant au téléphone à voix basse. Dès qu'il me vit arriver, Francisco raccrocha. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il avec cette désinvolture feinte qui ne me trompait plus. « Bien, dis-je, des formalités de routine, rien d'important. » J'entrai dans la maison. Vanessa s'approcha de moi, me toucha le bras. « Tu vas bien ? Tu as l'air fatigué. »« Je vais bien, » dis-je, et je lui souris. Je lui souris de la même manière qu'elle m'avait souri pendant 2 ans, tandis qu'elle attendait que ma mère meure. Je suis allé dans la chambre, je me suis assis sur le lit, et je suis resté là plusieurs minutes, à regarder le mur, tout en organisant tout dans mon esprit comme une carte. Chaque personne, chaque mouvement, chaque chose que je devais faire, et dans quel ordre. Ma mère avait tout préparé. Je n'avais qu'à exécuter, mais quelque chose me pesait encore, quelque chose que la lettre, les documents et l'enregistrement ne pouvaient pas entièrement résoudre. Et c'était la question qui n'avait rien à voir avec l'argent, ni avec les avocats, ni avec les plans. C'était la question qui concernait 12 ans. Quand tout avait-il commencé ?
Quand Vanessa avait-elle cessé de m'aimer? Si tant est qu'elle m'ait jamais aimé et qu'elle ait commencé à calculer. Était-ce depuis le début? Était-ce graduel? Y a-t-il eu un moment précis où quelque chose en elle a changé et je ne l'ai pas vu? Ou n'avais-je simplement jamais vu? Je n'avais pas de réponse et je n'en aurais probablement jamais. Parce que c'était le genre de question à laquelle personne ne répond avec honnêteté quand il n'a plus rien à gagner à l'être. Je me suis levé, je suis allé à la salle de bain, je me suis lavé le visage à l'eau froide, je me suis regardé dans le miroir pendant un long moment. J'avais 46 ans. Je venais de perdre ma mère. Je venais de découvrir que ma femme planifiait depuis des années de détruire ma vie au moment le plus vulnérable et j'avais entre les mains 2 millions de dollars, un enregistrement compromettant et un plan juridique blindé que ma mère avait élaboré avec son dernier souffle. Ce n'était pas le moment de m'effondrer, c'était le moment d'agir. Cet après-midi-là, pendant que Vanessa faisait la sieste, que Clarissa regardait la télévision et que Francisco sortait sous prétexte d'acheter quelque chose, je suis retourné au bureau de M. Felipe. J'ai signé les 3 documents. Je les ai signés avec un calme qui m'a surpris moi-même, puis je lui ai demandé le second enregistrement. C'était un fichier audio. M. Felipe l'a lu depuis son ordinateur. La voix était celle de Francisco. Il parlait avec quelqu'un que je n'ai pas reconnu au début, jusqu'à ce que j'entende le nom de l'avocat spécialisé dans les divorces. Francisco coordonnait les délais. Il disait qu'ils estimaient que je mettrais entre 2 et 4 semaines à connaître l'état réel de l'héritage, que pendant ce temps, Vanessa allait maintenir une normalité, sans éveiller les soupçons, et qu'aussitôt qu'il confirmerait que l'argent était disponible, il déposerait la demande de divorce par surprise un vendredi après-midi, afin que je n'aie pas le temps de réagir avant le week-end. Un vendredi après-midi, ils avaient même pensé au jour de la semaine. Je suis sorti du bureau de M. Felipe avec un sentiment que je ne m'attendais pas à éprouver à ce moment-là. De la gratitude. De la gratitude envers une femme qui, depuis un lit d'hôpital, le corps fatigué et le temps s'écoulant, avait pensé à chaque détail pour protéger son fils, qui ne m'avait rien dit de son vivant, non pas parce qu'elle ne me faisait pas confiance, mais parce qu'elle me connaissait trop bien. Elle savait que si elle me l'avait dit, j'aurais confronté Vanessa immédiatement, sans preuves suffisantes, sans structure légale, sans rien pour me protéger. Ma mère m'avait sauvé de moi-même, et il m'appartenait maintenant de ne pas gâcher ce qu'elle avait construit. Ce soir-là, de retour à la maison, je me suis assis pour dîner avec les 3. Vanessa, Clarissa, Francisco. Je les ai regardés chacun dans les yeux. J'ai conversé, j'ai ri à un moment donné, j'ai mangé, et à aucun moment, pas un seul, je n'ai laissé transparaître ce que je savais. Parce que ce qui allait suivre exigeait qu'ils restent exactement là où ils étaient, confiants, impatients, convaincus que le Ramiro qu'ils avaient en face ne savait rien. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à ce qu'ils fassent le premier pas. Et je savais, avec une certitude que je n'avais jamais ressentie auparavant, qu'il n'allait pas tarder. 3 jours passèrent. 3 jours d'une normalité parfaitement jouée. 3 jours de petits déjeuners ensemble, de conversations vides, de soirées devant la télévision avec Vanessa appuyée sur mon épaule, comme si rien n'avait changé. 3 jours de sourires qui me coûtaient plus que quiconque ne pourrait l'imaginer, mais que je maintenais avec une fermeté qui me surprenait moi-même. Ma mère m'avait appris à attendre et j'étais en train d'apprendre à le faire. Francisco est resté à la maison sous prétexte d'aider avec les formalités du deuil. Clarissa cuisinait, rangeait, se déplaçait dans les pièces avec une familiarité que personne ne lui avait jamais accordée, mais que personne ne remettait en question, car nous étions tous dans une période où les choses étranges semblent normales, et personne n'a l'énergie de les signaler. Je les observais tous les 3, et chaque jour qui passait, je remarquais quelque chose de différent, une impatience qui grandissait sous la surface tranquille qu'ils essayaient de montrer. Francisco consultait son téléphone avec une fréquence qui augmentait d'heure en heure. Clarissa posait des questions qui semblaient innocentes, mais qui finissaient toujours par tourner autour du même sujet. Vanessa, qui était normalement la plus contrôlée des 3, commença à avoir de petits moments de tension qui lui échappaient involontairement. Le 4e jour, tout changea. C'était un après-midi. J'étais assis dans le patio avec un café, examinant des papiers sans importance, lorsque j'entendis une conversation à voix basse commencer à l'intérieur.
Je restais immobile. Je tendis l'oreille. C'était Francisco et Vanessa. Nous ne pouvons plus attendre, Vané. Près de 4 jours se sont écoulés. Si l'argent est là, il va le déplacer bientôt. Il faut agir. Nous ne savons pas encore s'il y a de l'argent. Il a dit qu'elle n'avait laissé que des dettes. Et tu le crois, lui? Ramiro ne sait même pas ce qu'il possède. Il n'a jamais su. Sa mère gérait tout seul et il n'a jamais rien demandé. S'il y a quelque chose, c'est là. Il faut juste le trouver. Un bref silence. Puis Vanessa et l'avocat. C'est bon. Nous avons juste besoin de la confirmation qu'il y a quelque chose qui en vaille la peine. Donne-moi 2 jours de plus et je m'occuperai de confirmer. Comment? J'ai mes méthodes. J'entrai dans la maison comme si je n'avais rien entendu. Je me servis un autre café. Je les saluai tous les deux naturellement et me rendis dans ma chambre pour appeler M. Felipe. Commencez à vous activer, lui dis-je. Quand voulez-vous que nous agissions? Pas encore, mais j'ai besoin que vous soyez prêts quand je vous le dirai, et j'ai besoin d'une chose de plus. Je lui expliquai ce dont j'avais besoin. M. Felipe écouta en silence, posa quelques questions et finit par dire qu'il pourrait avoir cela prêt en 24 heures. Parfait. Le lendemain, Francisco me chercha, me trouva dans le salon, en train de lire, et s'assit en face de moi, avec cette attitude d'homme qui croit savoir mener les conversations difficiles. Il s'adossa au fauteuil, croisa les jambes, et commença avec son ton désinvolte habituel. « Écoute, Ramiro, je voulais te parler de quelque chose. En tant que beau-frère, en tant que quelqu'un qui t'apprécie. » Je levai les yeux de mon livre, le regardai. « Bien sûr, dis-je. Dis-moi. » Écoute, ces situations d'héritage sont parfois compliquées. Il y a des gens qui en profitent, des notaires qui ne sont pas tout à fait honnêtes, ce genre de choses. Je connais quelqu'un, un avocat de confiance, qui pourrait t'aider à examiner tout ce que ta mère a laissé, sans frais, juste pour s'assurer que tu es protégé. J'analysais ces paroles lentement, les ruminant pour m'assurer de bien les comprendre. Il m'offrait son propre avocat, le même avocat qui avait coordonné le divorce avec lui depuis des mois. Il me l'offrait avec le visage le plus innocent du monde, comme si c'était une faveur désintéressée d'un beau-frère inquiet. Je respirais, souris. C'est très aimable, Francisco, vraiment. Mais j'ai déjà M. Felipe, qui s'occupe des affaires de ma mère depuis des années. Je ne pense pas avoir besoin de quelqu'un d'autre. Quelque chose dans son expression changea. Juste un instant. Puis le sourire revint. Bien sûr, je voulais juste t'offrir mon aide. Tu me dis si tu as besoin de quoi que ce soit. Il se leva, partit, et je revins à mon livre sans changer la moindre ligne de mon expression. Cette nuit-là, Vanessa fut plus affectueuse que d'habitude. Elle me prépara une infusion que je ne lui avais pas demandée. Elle s'assit à mes côtés, plus près que la normale. Elle me demanda comment je me sentais, comment je gérais la perte, si j'avais besoin de parler. Tout était très tendre, tout était très bien exécuté. Et pendant qu'elle parlait, je pensais à l'enregistrement, à sa voix disant « Oui, tu as raison, il faut attendre », avec ce calme que je comprenais maintenant parfaitement. Ce n'était pas le calme d'une femme sereine, c'était le calme d'une femme qui a un plan. « Je vais bien », lui dis-je. « Merci d'être là. » Elle me donna un baiser sur la joue, éteignit sa lampe et, en 5 minutes, elle était endormie. Je restai à fixer le plafond pendant des heures. Le lendemain, M. Felipe m'appela. « C'est prêt, dit-il. Quand vous voulez. » C'était le moment. Ce matin-là, pendant le petit déjeuner, je fis quelque chose que je n'avais pas fait les jours précédents. Je lâchai une information, pas toute, juste un fil, juste assez pour voir dans quelle direction il courait. Je dis, tout en tartinant du beurre sur un morceau de pain, avec le ton le plus désintéressé que je pus trouver. « Écoutez, M. Felipe m'a appelé hier. Apparemment, ma mère avait bien quelques affaires. Pas grand-chose, mais quelque chose. Je vais devoir aller signer des papiers cette semaine. » Silence. Un silence qui dura exactement 2 secondes. Puis, Francisco, d'un ton pressé, « Quel genre d'affaires ? » Je ne sais pas encore très bien. Quelque chose concernant un compte, je crois. Monsieur Felipe ne m'a pas donné beaucoup de détails par téléphone. Clarisa se servit un autre café sans rien dire, mais je vis sa main serrer la tasse un peu plus fort que la normale. Vanessa me regarda. «
Tu veux que je t'accompagne? Ce n'est pas nécessaire, dis-je. Ce sont des formalités. Je peux quand même venir pour te soutenir. Je souris. Je vais bien, mon amour. Ne t'inquiète pas. La conversation continua. Nous parlâmes d'autre chose, mais je sentis avec une clarté qui ne me surprenait plus comment l'ambiance à cette table avait changé. Comme si quelqu'un avait fait monter la température de la pièce de quelques degrés à peine. Pas assez pour que ce soit évident, mais assez pour que celui qui savait quoi chercher le remarque parfaitement. Cet après-midi-là, je sortis seul. Je n'allais pas voir M. Felipe. Je suis allé marcher, réfléchir, me préparer à ce qui allait arriver. Car ce qui allait arriver était la partie la plus délicate de tout, celle où je devais cesser d'être l'observateur pour devenir le meneur, où je devais lâcher l'information juste, au moment juste, de la bonne manière, pour qu'il prenne les décisions que je voulais qu'il prenne. Ma mère avait tout planifié jusqu'à un certain point. Le reste dépendait de moi. Quand je suis rentré à la maison, Francisco était dans le jardin en train de parler au téléphone. Il m'a vu arriver et a raccroché. Trop vite. Tout va bien? Lui ai-je demandé. Oui, oui, je parlais avec un ami. J'ai acquiescé. Je suis entré. Cette nuit-là, avant de dormir, j'ai vérifié une dernière fois tous les documents, la fiducie, les clauses, l'enregistrement. Tout était en ordre, tout était blindé, tout était prêt. Il me restait un coup à jouer, et ce coup devait être parfait, car c'était lui qui allait tout déclencher. C'était lui qui allait faire sortir Francisco et Vanessa de leur position d'attente et les pousser à l'attaque. Et quand il le ferait, quand ils franchiraient ce pas qu'ils planifiaient depuis des mois, ils allaient tomber sur quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Ils allaient découvrir que le piège n'était pas celui qu'ils avaient construit, mais celui que ma mère avait construit pour eux. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, j'ai lâché le deuxième indice. Je l'ai dit avec le même calme que d'habitude, sans lever les yeux de mon café. Monsieur Felipe me l'a confirmé ce matin. Apparemment, le montant est significatif. Je vais devoir prendre des décisions importantes cette semaine sur la manière de le gérer. Cette fois, le silence fut plus long. Cette fois, Clarissa ne put pas dissimuler complètement. Elle s'essuya la bouche avec sa serviette, bien qu'elle n'eût rien mangé. Francisco acquiesça trop lentement, comme quelqu'un qui traite une information importante tout en feignant l'indifférence. Et Vanessa, mon épouse depuis 12 ans, la femme qui, cette même nuit, m'avait embrassé sur la joue avant de dormir, me regarda avec des yeux qui, à cet instant, n'avaient rien d'amoureux. Ils avaient du calcul, juste une seconde. Puis son expression habituelle revint. Mais cette seconde fut suffisante, car en cette seconde, je compris quelque chose que ma mère savait déjà depuis 2 ans, qu'elle ne m'avait jamais aimé, et que ce qui allait suivre n'était pas une vengeance, c'était simplement justice. Cet après-midi-là, je reçus l'appel que j'attendais, non pas de M. Philippe, ni de quiconque lié au document ou à la fiducie. C'était un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas, et quand j'ai décroché, de l'autre côté, il y avait un homme à la voix posée et professionnelle qui s'identifia comme M. Claudio Herrera, avocat spécialisé en droit de la famille. Il me dit qu'il m'appelait de la part de mon épouse. Il me dit que Vanessa avait entamé une procédure de divorce. Il me le dit avec cette froideur clinique qu'ont les avocats lorsqu'ils annoncent des nouvelles qu'ils savent destructrices pour quelqu'un, comme si la distance professionnelle les exemptait de la responsabilité de ce qu'ils disaient. Il m'expliqua qu'il y avait des documents à signer, qu'il y aurait une audience initiale dans les prochains jours, et qu'il était recommandé que je cherche une représentation légale le plus tôt possible. J'ai raccroché. Je restais debout dans le couloir de la maison de ma mère, le téléphone à la main. Je respirai 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis je fis quelque chose que M. Claudio Herrera n'attendait probablement pas de l'homme qu'il venait d'informer d'un divorce surprise. Je souris. Non pas parce que j'étais heureux, non pas parce que ça ne faisait pas mal, car ça faisait mal. Bien sûr que ça faisait mal. 12 ans ne disparaissent pas avec un coup de téléphone, même si j'avais passé les derniers jours à découvrir que ces 12 ans n'avaient pas été ce que je croyais. La douleur était réelle. Mais sous la douleur, il y avait quelque chose de plus solide, quelque chose que ma mère avait placé là, avec chaque document signé, avec chaque décision prise en silence, avec chaque jour où elle avait continué à me protéger, même si son corps ne lui répondait plus comme avant.
J'étais prêt. J'entrai dans le salon. Vanessa était assise sur le canapé. Clarissa était à ses côtés. Francisco se tenait debout près de la fenêtre. Tous les trois me regardèrent quand j'entrai, et sur leur visage, il y avait quelque chose que je reconnus immédiatement, car je l'avais vu sur le visage de Francisco dès le premier jour. La certitude de celui qui croit avoir déjà gagné. Vanessa parla la première. « Ramiro, il faut que nous parlions. »« Je sais déjà, » dis-je. Je m'assis en face d'eux. Calme, les mains sur les genoux. Votre avocat m'a appelé. Quelque chose dans son expression hésita. Elle ne s'attendait pas à ce que je le dise ainsi, sans drame, sans cri, sans l'effondrement qu'ils avaient clairement anticipé. « Alors, tu sais ce qui se passe ?» dit-elle. « Oui, dis-je. Et il me semble bon que nous fassions cela avec ordre. Ces choses sont plus faciles quand tout le monde agit de manière civilisée. » Francisco déplaça son poids d'un pied à l'autre. Il croisa les bras. Vanessa me regarda avec une expression qui mêlait soulagement et une certaine suspicion, comme si mon calme lui semblait étrange, mais qu'elle préférait ne pas le remettre en question pour l'instant. « Nous sommes contents que tu le prennes ainsi, » dit Francisco, incapable de se taire. « Ces choses arrivent. Cela ne doit pas être un conflit. » Je le regardais. Je ne dis rien. Cela ne doit pas l'être. Il y eut un bref silence. Puis Vanessa dit ce que je savais qu'elle allait dire depuis que j'avais lâché le deuxième indice ce matin-là au petit déjeuner. « Ramiro, l'avocat aura besoin d'informations sur l'héritage de ta mère, sur ce qu'elle a laissé. Cela fait partie du processus légal. Il est normal que tout soit déclaré lors d'un divorce. » C'était ça. Après des jours de questions indirectes, de conversations à voix basse, de Francisco me proposant son avocat de confiance, de Clarissa serrant sa tasse de café, de regards calculés, déguisés en condoléances, la vraie question était enfin posée. Sans détour, sans déguisement, direct et net comme un couteau sur la table. Il voulait savoir combien j'avais hérité, pour en prendre la moitié. Je les regardais tous les trois, un par un, avec un calme que je sentais dans chaque muscle de mon corps. « Bien sûr, » dis-je. « Je vais parler à M. Felipe pour qu'il prépare toute la documentation. Que ton avocat se coordonne directement avec lui. » Vanessa hocha la tête. Francisco hocha la tête. Clarissa croisa les bras, et à ce moment, juste à ce moment, je lâchai le premier véritable hameçon. « Cependant, » dis-je comme si c'était une pensée qui venait de me traverser l'esprit, « il y a certaines choses que M. Felipe m'a expliquées et qui sont un peu compliquées à comprendre. Des structures légales, des fiducies, ce genre de choses. Je ne sais pas si ton avocat est familier avec ce type d'instrument. » Francisco se tendit. Je le vis juste une seconde, mais je le vis. « Des fiducies ?» répéta-t-il d'un ton qui se voulait désinvolte et n'y parvenait pas tout à fait. « Oui, » dis-je. « Apparemment, ma mère avait organisé certaines choses de cette manière. Monsieur Felipe me l'explique petit à petit. Je ne comprends pas encore tout à fait. » Mensonge, je comprenais parfaitement tout, mais ils n'avaient pas besoin de le savoir pour l'instant. Francisco et Vanessa se regardèrent. Ce fut un regard rapide, de ceux que les complices échangent lorsqu'ils reçoivent une information qui modifie les calculs, mais ne veulent pas que l'autre le remarque. Clarissa avait le visage neutre, mais ses mains bougèrent sur ses genoux d'une manière qui trahissait ce que son visage tentait de cacher. « Bon, » dit Vanessa en reprenant le contrôle. « L'important est que tout soit clair pour nous deux. »« Tout à fait d'accord, » dis-je. Je me levai, leur dis que j'allais passer quelques appels. Je sortis dans le jardin, et dès que je fus seul, j'appelai M. Felipe. « Ça a commencé, » lui dis-je. « Ils ont déposé la plainte. »« Oui, cet après-midi. L'avocat s'appelle Claudio Herrera. »« Je le connais, » dit M. Felipe. Et dans sa voix, il y avait quelque chose qui n'était pas de la surprise. C'est le même qui consultait Francisco il y a des mois. Bien sûr que c'était lui. Sommes-nous prêts pour quand ils demanderont les informations ? Demandai-je. Tout est prêt. Quand M. Herrera demandera la documentation, je lui remettrai exactement ce que votre mère a instruit, ni plus ni moins, et les clauses de la fiducie, blindées, révisées par 3 avocats différents. Il n'y a aucun argument légal qui puisse les toucher. Je raccrochai.
La dernière nuit que les trois passèrent dans cette maison, le dîner fut étrange. Il y avait quelque chose de différent dans l'air. Une énergie qui n'était pas exactement de la tension, mais qui n'était pas non plus du confort, comme lorsqu'une tempête n'est pas encore arrivée. Mais le ciel avait déjà changé de couleur et tout le monde le savait, même si personne ne le disait. Francisco parla plus que d'habitude. Il faisait des blagues, racontait des anecdotes, remplissait les silences d'une énergie forcée qui trahissait exactement le contraire de ce qu'il voulait montrer. Clarissa mangea peu et parla moins. Et Vanessa, mon épouse de 12 ans, la femme qui le lendemain allait être assise de l'autre côté d'une table légale, essayant de s'approprier la moitié de ce que ma mère avait mis des décennies à construire, me servit de l'eau 2 fois sans que je le lui demande. Des détails. Les coupables se trahissent toujours dans les détails. 2 jours plus tard, dans le bureau de M. Claudio Herrera, tous s'assirent à la table. Vanessa et son avocat d'un côté, M. Felipe et moi de l'autre, Francisco et Clarissa dans la salle d'attente, car légalement ils n'avaient rien à faire là. Mais ils avaient insisté pour accompagner Vanessa, et personne n'avait pu les faire partir. M. Herrera était un homme d'environ 50 ans, costume gris, cravate bleue, le visage d'un homme habitué à gagner. Il ouvrit la séance avec ce ton d'autorité tranquille qu'utilisent les avocats qui croient contrôler la pièce. « Nous allons procéder à la déclaration des biens, dit-il. Nous avons besoin d'un inventaire complet de l'héritage reçu par M. Ramiro. Montant, compte, propriété, tout actif pertinent. » M. Felipe hocha la tête, ouvrit son dossier avec le même calme que d'habitude, sortit les documents, les posa sur la table. M. Herrera les prit, commença à les lire et pendant qu'il lisait, quelque chose sur son visage commença à changer. Ce fut d'abord une ride sur son front, puis une pause plus longue que la normale au bas de la première page. Puis, il leva les yeux vers M. Felipe avec une expression qui mêlait confusion et quelque chose qui ressemblait fort au début d'une panique professionnelle. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « C'est la structure de la fiducie, » dit M. Felipe, avec la tranquillité de celui qui passe 20 ans à expliquer des choses compliquées à des gens qui ne veulent pas les entendre. Constituée il y a 2 ans et 4 mois, avec des clauses spécifiques de protection patrimoniale, le tout dans le cadre légal en vigueur. Une fiducie constituée pendant le mariage est un bien susceptible de ne pas... Dans ce cas, l'interrompit M. Felipe, et il ouvrit une autre page. Ces clauses spécifiques, révisées et validées par le Collège des notaires, établissent que les actifs contenus dans cet instrument sont intransférables, insaisissables et indivisibles dans le cadre de tout processus civil ou familial. La fiducie a été constituée avec les biens propres de Madame Ophélia, préalablement à toute attente d'héritage de la part de M. Ramiro, et structurée de manière que sa transmission aux bénéficiaires ne génère pas de masse successorale divisible. Silence. Un silence différent de tous les précédents. M. Herrera lut, relut, tourna les pages, revint en arrière. Ses yeux se déplaçaient rapidement, cherchant la faille, l'erreur, la clause mal rédigée, le détail qu'il pourrait utiliser. Et il ne trouvait rien parce qu'il n'y avait rien à trouver. Ma mère avait fermé toutes les portes. Vanessa me regarda de l'autre côté de la table et pour la première fois de tous ces jours, de toute cette semaine de sourires calculés, de dîners joués et de baisers sur la joue avant de dormir, je la vis sans masque. Je vis la rage, une rage pure, directe, sans dissimulation, car il n'y avait plus de raison de dissimuler. Comment est-il possible que cela soit structuré de cette manière ? Lui demanda son avocat, M. Felipe, d'un ton qui n'était plus celui d'une autorité tranquille, mais celui d'un homme qui voit son affaire s'écrouler. Parce que Madame Ophélia était une femme très intelligente, dit M. Felipe, et parce qu'elle aimait beaucoup son fils. Dehors, dans la salle d'attente, Francisco ne savait toujours pas ce qui se passait à l'intérieur. Il croyait encore qu'ils étaient en train de gagner. Il ne savait pas encore que le piège s'était refermé. Et le meilleur, ce que ma mère avait calculé avec cette précision qui lui était propre et que je commençais à peine à appréhender, c'est qu'il manquait encore la partie la plus importante, la partie qui allait exposer tout ce qu'ils avaient fait, non seulement devant moi, mais devant tout le monde. M. Herrera demanda une suspension de séance.
Il le dit avec cette contenance forcée des avocats qui ont besoin de quitter la pièce pour digérer ce qu'ils viennent de lire sans que personne ne les voie le faire. Il se leva, rangea ses papiers avec des mouvements trop lents et trop contrôlés, et sortit par la porte latérale de la salle de réunion. Vanessa resta assise en face de moi, seule, sans son bouclier légal, sans Francisco, sans Clarissa, rien qu'elle et moi, et le plus long silence que nous ayons partagé en 12 ans de mariage. Elle me regarda, je la regardai, et pendant un instant, juste un instant, je pensais qu'elle allait dire quelque chose de réel, quelque chose de vrai, quelque chose qui ne serait ni calculé, ni mesuré, ni conçu pour obtenir quelque chose en retour. Je pensais que peut-être, sous tout ce plan, cette froideur et ces années d'attente, il y avait une personne capable de me regarder dans les yeux et de me dire la vérité, même si cela ne lui servait plus à rien. Mais non, Ramiro, dit-elle d'une voix qui essayait encore d'être douce, qui essayait encore de trouver le bon angle. Cela ne doit pas se passer ainsi. Nous pouvons trouver un accord entre nous, sans avocat, sans longue procédure, toi et moi seuls, comme des adultes. Je le dis lentement pour que chaque mot atterrisse là où il devait atterrir. Vanessa, je sais tout. Pause. Que veux-tu dire par tu sais tout? Les consultations avec l'avocat spécialisé dans les divorces, les 3 visites avant la mort de ma mère, la conversation avec Francisco sur le fait d'attendre le moment exact, le plan de déposer la plainte un vendredi après-midi pour que je ne puisse pas réagir avant le week-end. Son visage ne s'effondra pas d'un coup. Ce fut graduel, comme lorsqu'un mur présente une petite fissure et que, soudain, elle commence à s'ouvrir et qu'il n'y a aucun moyen de l'arrêter. D'abord les yeux, puis la mâchoire, puis cette expression de contrôle soigneusement construite qui se défie couche par couche jusqu'à laisser apparaître quelque chose qui n'avait pas de nom, mais que je reconnus immédiatement. La peur. Comment? Ma mère savait tout avant moi, dis-je. Elle le savait depuis 2 ans. Et au lieu de me le dire et de me laisser tout gâcher par une réaction, elle s'est chargée de me protéger en silence jusqu'au dernier jour de sa vie. Vanessa ne dit rien. La visite que tu lui as rendue il y a 2 ans, continuai-je. Quand tu es allé seul lui demander combien elle possédait, quand tu lui as dit qu'il valait mieux mettre tout au nom des deux. Elle ne l'a pas oublié. Elle ne l'a jamais oublié. Le silence qui suivit fut différent de tous les précédents. Ce n'était pas le silence de quelqu'un qui réfléchit à ce qu'il va dire. C'était le silence de quelqu'un qui comprend enfin qu'il n'y a rien à dire. La porte s'ouvrit. Monsieur Herrera revint. Il affichait une expression différente de celle qu'il avait eue en partant. Plus sérieuse, plus posée. L'expression de quelqu'un qui venait d'appeler un collègue pour confirmer ce qu'il avait lu et qui avait reçu la confirmation qu'il ne voulait pas recevoir. Il s'assit. Il arrangea les papiers une fois de plus et parla d'un ton qui n'avait plus rien de l'autorité du début. J'ai examiné la documentation avec attention, dit-il, et je dois informer ma cliente que la structure légale de la fiducie est solide. Les clauses de protection du patrimoine sont correctement établies et il n'y a aucun argument procédural recevable pour les contester dans le cadre du droit de la famille. Vanessa le regarda. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les actifs de la fiducie ne sont pas susceptibles de partage des biens conjugaux. Aucun. Absolument aucun. Le silence qui suivit fut le plus lourd de toute la matinée. Monsieur Felipe ne dit rien. Je ne dis rien. Ce n'était pas nécessaire. Les documents avaient déjà dit tout ce qui devait être dit. Mais je n'avais pas encore terminé car il y avait une partie de ce que ma mère avait préparé que je n'avais pas encore utilisée. La partie qui n'avait rien à voir avec l'argent, ni avec les documents légaux. La partie qui avait à voir avec quelque chose de plus important que l'argent. La vérité. Je sortis l'enregistreur vocal de la poche de ma veste, le posai sur la table. Vanessa le regarda, le reconnut immédiatement. Je vis le moment exact où elle le reconnut, car son corps fit quelque chose d'involontaire. Une tension soudaine qui parcourut ses épaules et son cou comme un courant électrique. Ceci est un enregistrement, dis-je, d'une conversation entre ton frère Francisco et monsieur Herrera, coordonnant les délais du divorce, discutant de la manière de procéder une fois qu'ils auraient confirmé le montant de l'héritage. Monsieur Herrera resta complètement immobile. Il y a aussi un enregistrement de Francisco et toi,
continuai-je en regardant Vanessa, où vous parlez du plan, où tu confirmes qu'il faut attendre. Cela n'est pas recevable. Comment ça? Je ne suis pas en procès, l'interrompis-je en regardant l'avocat avec un calme que je ne ressentais pas encore le besoin de justifier. Mais je peux l'être, et si j'en arrive là, Monsieur Felipe a déjà tout préparé pour le présenter de la bonne manière. Monsieur Herrera ferma son dossier. Ce fut un mouvement petit, presque imperceptible. Mais dans ce mouvement, il y avait une décision. La décision d'un homme qui évaluait s'il valait la peine de poursuivre une affaire qui venait de devenir beaucoup plus compliquée et beaucoup plus dangereuse que ce qu'on lui avait dit quand on l'avait engagée. Vanessa me regardait avec une expression qui ne portait plus aucune trace de la femme qui m'avait servi de l'eau 2 fois au dîner sans que je le lui demande. C'était une autre personne, ou peut-être était-ce la personne réelle qui avait toujours été là et que je n'avais jamais voulu voir. « Que veux-tu, Ramiro » demanda-t-elle. Et sa voix sonna différemment, plus plate, plus directe, sans la mélodie calculée habituelle. « Je veux que cela se termine proprement, dis-je. Sans long procès, sans audience, sans que personne n'ait à écouter ces enregistrements dans un tribunal. Et en échange de cela, tu signes les papiers de divorce sans réclamer quoi que ce soit qui ne t'appartienne pas. Ce que tu as apporté au mariage, tu le reprends. Ce qui est à moi reste avec moi, sans négociation, sans prolongation, sans retard. Ce n'est pas juste, dit-elle, et je dus faire un réel effort pour ne pas répondre ce que je pensais à ce moment-là. C'est exactement ce qui correspond légalement, étant donné l'instrument de la fiducie, dit M. Felipe avec cette sérénité qui, à ce moment-là, me parut la chose la plus puissante de toute la pièce. Votre cliente n'a aucun droit légal sur ses actifs. Ce que M. Ramiro offre est une issue ordonnée. Je lui recommanderais de le considérer sérieusement. La porte de la pièce s'ouvrit. Francisco entra. Je ne sais pas s'il l'avait appelé ou s'il n'avait simplement plus supporté d'attendre dans la salle d'attente. Il entra avec son énergie habituelle, cette assurance d'homme qui croit arriver pour renforcer une position gagnante. Et dès qu'il lut le visage de sa sœur et le visage de l'avocat et l'enregistreur vocal sur la table, quelque chose en lui s'éteignit. « Que s'est-il passé » demanda-t-il. Personne ne lui répondit immédiatement. Je le regardai et cette fois, je ne souris pas. Il n'y avait rien qui me parut drôle à ce moment-là. Il n'y avait qu'un homme qui avait bâti un plan sur la douleur d'un autre, qui avait utilisé la mort de ma mère comme une opportunité, qui avait coordonné froidement le moment exact pour détruire ma vie et qui, à présent, se tenait sur le seuil d'une porte sans comprendre encore que le sol sous ses pieds n'existait plus. « Assieds-toi, Francisco, dis-je. Il s'assit. Je lui expliquai ce que j'avais expliqué auparavant. Sans dramatisation, sans élever la voix. Avec le même calme avec lequel ma mère avait construit tout cela pendant 2 ans, je lui expliquais la fiducie, je lui expliquais les clauses, je lui expliquais l'enregistrement. Son visage, pendant qu'il écoutait, fut une carte de tout ce qu'il ne pouvait pas contrôler. La surprise, la rage, le calcul frénétique, cherchant une issue qu'il ne trouvait pas. Et finalement, quand j'eus terminé de parler, quelque chose en lui se figea dans une expression qui n'était aucune des précédentes. C'était la défaite. « Ce qu'ils ont enregistré n'est pas légal, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. « C'est possible, dis-je. Mais une conversation entre un avocat et le membre de la famille d'une des parties, coordonnant les délais d'une plainte, est au minimum une faute éthique grave pour M. Herrera. Et une conversation entre toi et ta sœur, planifiant de profiter d'un héritage, est au minimum quelque chose qu'un juge lira avec beaucoup d'intérêt. M. Herrera ne dit rien. Son silence fut la réponse la plus éloquente de toute la matinée. « Cela ne se termine pas ici, » dit Francisco avec cette dernière résistance de celui qui n'a plus rien, mais ne peut toujours pas l'admettre. « Si, cela se termine ici, dis-je, parce que si cela ne se termine pas ici, la prochaine étape est un tribunal avec tout cela sur la table, et tu sais mieux que quiconque ce qui se passe quand un tel enregistrement devient partie d'un dossier public. » Silence. Francisco regarda Vanessa. Vanessa regarda Francisco. Et, dans ce regard échangé entre frères et sœurs qui avaient tout planifié ensemble pendant des mois, il n'y avait aucune communication.
Il y avait deux personnes qui réalisaient en même temps que le plan dans lequel elles avaient investi tant de temps et tant de froideur s'était complètement effondré. Clarissa entra à ce moment-là. Personne ne l'avait appelée, mais elle entra comme toujours, comme si elle avait le droit d'être partout où cela concernait ses enfants. Elle s'arrêta au centre de la pièce, lut les visages, et pour la première fois depuis que je la connaissais, ne dit rien. Elle n'essaya pas d'adoucir, elle n'essaya pas de servir de médiatrice. Elle resta debout en silence avec cette expression de femme qui venait de comprendre que la partie était perdue et que la seule chose qui restait était de décider comment s'en sortir. Monsieur Felipe ramassa ses documents calmement, les rangea, les glissa dans sa chemise et me regarda avec cette expression tranquille et sérieuse qu'il avait eue depuis le début. L'expression d'un homme qui avait gardé un secret pendant 2 ans et qui avait finalement vu ce secret accomplir son dessein. Je me levai, boutonnai ma veste et avant de sortir, je m'arrêtai un instant. Je les regardai tous les trois. Vanessa, Francisco, Clarissa, les trois personnes qui étaient entrées dans la vie de ma mère et la mienne avec un plan froid et calculé, qui avaient attendu avec patience le moment le plus douloureux de ma vie pour l'exécuter, qui avaient déjeuné dans la cuisine d'une femme morte pendant qu'elle calculait combien elle pouvait emporter. Je ne dis rien, ce n'était pas nécessaire. Le regard fut suffisant. Je sortis de cette pièce avec monsieur Felipe à mes côtés et avec quelque chose dans la poitrine qui n'était pas exactement du soulagement, mais qui s'en approchait beaucoup. Quelque chose qui portait le poids de tout ce qui s'était passé cette semaine-là, et aussi le poids de tout ce que ma mère avait supporté seule pendant 2 ans pour que j'arrive à ce moment debout. Dehors, le soleil était le même que d'habitude, mais tout le reste avait changé. Cette nuit-là, je dormis dans un hôtel. Je ne voulais pas retourner chez ma mère avec eux encore là. Non pas parce que je les craignais, non pas parce que je ne pouvais pas les affronter, mais parce que j'avais besoin d'un espace qui soit entièrement le mien, sans leur voix, sans leurs mouvements calculés, sans le poids de tout ce que ces murs avaient absorbé ces derniers jours. J'avais besoin d'un vrai silence. Pas le silence fin des dîners, ni le silence tendu des matins. Un silence véritable. Je m'assis sur le bord du lit de l'hôtel, le téléphone à la main. Je n'appelais personne. Il n'y avait personne que je puisse appeler à ce moment-là qui pût comprendre complètement ce que je vivais. Les amis que j'avais étaient pour la plupart des amis des deux, de Vanessa et de moi, construits pendant 12 ans dans cette zone intermédiaire où les mariages accumulent des personnes qui n'appartiennent pas entièrement à l'un ni entièrement à l'autre. Il n'y avait pas un seul numéro sur ce téléphone que je puisse composer et à qui je puisse tout dire sans avoir à trop expliquer. Je pensais à ma mère. J'y pensais beaucoup cette nuit-là. Je la pensais dans ce lit d'hôpital où elle avait passé ces derniers mois, le corps de plus en plus fatigué et l'esprit de plus en plus concentré sur ce qu'elle devait laisser régler avant de partir. Je la pensais signant des documents avec monsieur Felipe, écoutant des enregistrements, révisant des clauses légales que la plupart des personnes en bonne santé ne comprennent jamais entièrement. Je la pensais prenant des décisions difficiles, seule, sans pouvoir me raconter quoi que ce soit, car elle savait que si elle me le racontait, je gâcherais tout avec l'impulsivité qu'elle connaissait mieux que personne. Elle me connaissait mieux que personne. C'était ce qui me faisait le plus souffrir, et ce qui me réconfortait le plus en même temps. Qu'elle me connaisse si bien, qu'elle sache exactement ce dont j'avais besoin sans que je le lui demande. Qu'elle m'aime tant qu'elle investisse ses dernières énergies, non pas à me dire adieu, mais à me protéger. Qu'elle ait confiance que moi, le moment venu, j'aurai l'intelligence de suivre ses instructions, même si je ne les comprenais pas entièrement. Je pleurais cette nuit-là. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré à l'hôpital quand elle est morte, parce qu'à l'hôpital, il y avait encore des formalités à accomplir, des apparences à maintenir et une lettre dans ma poche qui ne me laissait pas m'effondrer complètement. Mais cette nuit-là, seule dans cette chambre d'hôtel, avec la ville dehors et le silence dedans, j'ai pleuré tout ce que je n'avais pas pleuré auparavant. Pour elle, pour ses 12 ans, pour le Ramiro qui avait cru en quelque chose qui n'existait pas, pour tous les dîners, les voyages et les anniversaires qui portaient désormais une ombre qui ne disparaîtrait jamais. J'ai pleuré un bon moment, puis j'ai arrêté. Je me suis lavé le visage. Je me suis assis devant la fenêtre. J'ai regardé les lumières de la ville pendant un temps que je n'ai pas mesuré. Et quand je me suis levé pour me coucher, je me suis senti différent, ni mieux
ni pire, juste différent, comme quand quelque chose qui était ouvert depuis trop longtemps se referme et que l'air change, même si l'on ne sait pas exactement pourquoi. Le lendemain matin, j'ai appelé M. Felipe. Comment allons-nous lui ai-je demandé. Monsieur Herrera a contacté mon bureau tôt ce matin. Il a dit: il veut négocier les termes du divorce selon les conditions que vous avez proposées hier, sans réclamation concernant la fiducie et Francisco. Brève pause. C'est là que c'est intéressant, monsieur Ramiro. Apparemment, monsieur Herrera a également informé Francisco qu'il ne continuerait pas à représenter l'affaire s'il y avait un risque que l'enregistrement devienne une pièce du dossier. Il ne veut pas que son nom apparaisse dans ce contexte. Bien sûr que non. Un avocat coordonnant les délais d'une plainte avec le membre de la famille de son client était, au mieux, une faute éthique grave. Au pire, quelque chose qui pouvait lui coûter sa licence. Monsieur Herrera avait calculé ses propres risques cette nuit-là et était arrivé à la seule conclusion logique: se retirer avant que la situation ne l'éclabousse. Francisco s'était retrouvé sans avocat, et sans avocat, sans la fiducie qu'ils espéraient toucher, sans l'enregistrement qu'ils croyaient que personne ne possédait. Le plan qu'ils avaient élaboré pendant des mois s'était réduit à néant, à exactement rien. Quand pouvons-nous signer ai-je demandé. Quand vous voudrez, je peux avoir les documents prêts pour demain. Demain, alors. J'ai raccroché, j'ai pris une douche, j'ai déjeuné seul au restaurant de l'hôtel, le journal ouvert devant moi, bien que je n'ai pas lu une seule ligne. Je pensais aux étapes suivantes, pas seulement les légales, mais les personnelles, celles que personne ne vous explique quand une vie entière est réorganisée d'un coup, et que vous devez décider quoi construire sur ce qui reste. J'avais 46 ans. J'avais des millions de dollars dans une fiducie que personne ne pouvait toucher. J'avais la maison de ma mère, qui était maintenant la mienne, avec toutes ses pièces et ses odeurs, et cette chaise inconfortable près du lit où j'avais dormi les dernières semaines de sa vie. Et j'avais quelque chose d'autre qui n'avait pas de prix, et qui n'apparaissait dans aucun document légal. J'avais la certitude que ma mère m'avait vu entièrement, avec toutes mes naïvetés, mes angles morts et ma tendance à faire trop confiance aux personnes que j'aimais. Elle m'avait vu, elle m'avait connu, et au lieu de me juger, elle avait décidé de me protéger. Ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait mettre dans un dossier, ni dans une fiducie, ni dans aucun instrument légal. C'était simplement de l'amour, l'amour le plus réel que j'avais reçu depuis longtemps. Je suis retourné à la maison de ma mère cet après-midi-là. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé que Vanessa avait déjà commencé à ramasser ses affaires. Il y avait des valises dans le couloir, des cartons sur la table de la salle à manger, des vêtements pliés dans des sacs. Clarissa l'aidait en silence, sans le dynamisme des jours précédents, sans l'énergie d'une femme qui se déplace dans une cuisine étrangère comme si c'était la sienne. Elle était immobile, terne, comme une version dégonflée d'elle-même. Francisco n'était pas là. J'ai demandé à Vanessa où était son frère. Il est parti ce matin, a-t-elle dit sans lever les yeux de ce qu'elle pliait. Je n'ai rien dit de plus. Je suis allé dans la chambre de ma mère. Je me suis assis sur son lit. J'ai posé la main sur la courte pointe qu'elle avait elle-même tissée il y a des années. Une courte pointe colorée qui était sur ce lit depuis que j'étais enfant et qui sentait encore elle. Ce parfum doux et discret qui n'avait jamais changé de toute sa vie. Je suis resté là un bon moment, lui parlant en silence, de la manière dont on parle à ceux qui ne sont plus là quand personne d'autre n'écoute. Je lui ai dit que nous y étions parvenus. Je lui ai dit que son plan avait fonctionné exactement comme elle l'avait calculé. Je lui ai dit que j'allais bien, que tout irait bien, qu'elle ne s'inquiète pas. Et puis, je lui ai dit quelque chose que je ne lui avais pas dit assez souvent de son vivant, que je l'aimais, qu'elle était la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais connue, que je ne la méritais pas. Le lendemain, nous avons signé les documents. Ce fut une brève réunion au bureau de M. Felipe, sans M. Herrera, qui avait été remplacé par un autre avocat que Vanessa avait engagé en urgence et qui, de toute évidence, ne connaissait pas tous les antécédents de l'affaire. M. Felipe lui a expliqué la situation avec sa précision habituelle. Le nouvel avocat a examiné les documents. Il ne trouva rien à objecter parce qu'il n'y avait rien à objecter. Vanessa signa. Je signai.
Et avec ces 2 signatures sur un papier, 12 années devinrent quelque chose qui appartenait au passé. Il n'y eut pas de drame, pas de cris, aucune des scènes que j'avais imaginées dans les moments les plus sombres de cette semaine. Seules 2 personnes étaient assises de part et d'autre d'un bureau, signant des documents en silence, avec la distance de celui qui a déjà tout dit ce qu'il avait à dire, même si aucun des deux n'avait presque rien prononcé à voix haute. Quand nous eûmes terminé, Vanessa se leva, ramassa son dossier, enfila son manteau et, avant de partir, s'arrêta un instant. Elle me regarda et sur son visage, il y avait quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. Ce n'était pas du regret. Pas exactement. C'était plutôt une sorte de reconnaissance. La reconnaissance de quelqu'un qui venait de comprendre qu'il avait sous-estimé la personne en face de lui, qu'il s'était trompé dans ses calculs, que l'homme calme et confiant qu'il avait cru avoir n'était pas exactement cela, ou du moins, pas seulement cela. Elle ne dit rien. Moi non plus. Elle sortit. Monsieur Felipe ferma le dossier, me regarda par-dessus ses lunettes avec son expression habituelle, sérieuse et calme, et avec une certaine chaleur dissimulée sous la surface. « Comment vous sentez-vous » me demanda-t-il. Je réfléchis à la réponse un instant. « Comme quelqu'un qui vient de terminer quelque chose de très long », dis-je. Il hocha lentement la tête. « Votre mère serait fière. » Je ne répondis pas. Ce n'était pas nécessaire. Je sortis dans la rue, le soleil sur le visage et les papiers sous le bras, avec quelque chose dans la poitrine qui était un étrange mélange de soulagement et de tristesse, et une sorte de gratitude immense et silencieuse que je ne savais pas exactement où diriger, mais qui était là, complètement réelle, complètement présente. Je marchais sans but pendant un moment. Je pensais à tout ce qui m'attendait dans la maison de ma mère, qui était désormais la mienne et qui allait avoir besoin de temps pour cesser de se sentir vide, aux sommes inconnues de dollars qui attendaient dans ce fonds fiduciaire comme une responsabilité et non seulement comme un simple chiffre, à la vie que j'allais devoir reconstruire à partir d'un point que je n'avais pas choisi, mais qui était le seul point de départ possible. Je pensais à ce que ma mère m'avait écrit à la fin de sa lettre. « Tu mérites quelqu'un qui t'aime toi, pas ce que tu peux lui donner. Ne l'oublie jamais. » Je m'arrêtai au coin de la rue. Je respirais profondément, et pour la première fois de toute cette semaine, je sentis que l'avenir n'était pas une menace. Il était simplement ce qui venait après, et j'étais prêt à l'accueillir. 3 semaines s'écoulèrent depuis le jour des signatures. 3 semaines qui me parurent plus longues que certaines années entières de ma vie d'avant. 3 semaines de silence, d'ordre, de me lever chaque matin dans la maison de ma mère et de me préparer un café dans la même cafetière qu'elle avait utilisée pendant 20 ans, de m'asseoir sur la même chaise où elle s'asseyait, de regarder par la même fenêtre qui donnait sur le petit jardin qu'elle avait entretenu avec un dévouement que je n'avais jamais assez apprécié de son vivant. J'avais décidé de rester dans cette maison pour un temps, pas de manière permanente. Ou peut-être que si, je ne le savais pas encore. Mais j'avais besoin d'être là. J'avais besoin de respirer cet espace, de marcher dans ces pièces, de dormir sous ce toit, non par nostalgie ni par douleur, mais parce que c'était le seul endroit où je sentais que je pouvais encore l'entendre. Pas sa voix, quelque chose de plus subtil. La présence d'une personne qui avait tant aimé un endroit qu'elle y avait laissé quelque chose d'elle-même imprégné dans chaque recoin. Ma mère avait été ainsi, silencieuse, mais présente en tout. Monsieur Felipe m'appela un matin, comme toujours, sans préambules inutiles. Droit au but. « Monsieur Ramiro, il y a quelque chose que votre mère m'a demandé de vous remettre quand j'estimerais que vous seriez prêt. »« Non, avant. » Je m'arrêtai, le café à mi-chemin de ma bouche. « Quoi donc ?» Une dernière lettre, différente des 2 autres. Celle-ci n'a rien à voir avec l'argent ni avec les documents. Elle m'a dit qu'elle était personnelle, que c'était ce qu'elle voulait que vous ayez quand tout le reste serait déjà réglé. Nous convînmes de nous voir ce même après-midi. J'allais au bureau de monsieur Felipe avec cette étrange sensation de celui qui croit déjà tout savoir et qui, soudain, se rend compte qu'il reste encore une porte à ouvrir. Le bureau sentait comme toujours, le papier, le bois verni et le vieux café. Monsieur Felipe me reçut debout comme la première fois et me serra la main avec la même fermeté que d'habitude. Sur le bureau, il y avait une enveloppe plus petite que les précédentes, sans en-tête, sans formalité,
Juste mon nom écrit de sa main au centre de l'enveloppe, avec cette calligraphie qui penchait légèrement les lettres vers la droite, comme si elles avançaient toujours vers quelque chose. Je la pris, l'ouvris lentement et commençai à lire. Ramiro, si tu lis ceci, c'est que tout est déjà passé, que tu connais déjà la vérité, que tu as déjà ce que je t'ai laissé et que tu as déjà pris les décisions que tu devais prendre. Et si je te connais bien, et je crois te connaître mieux que quiconque, tu es en ce moment assis quelque part, te sentant à la fois soulagé et triste, et te demandant ce qui va suivre. Alors, je vais te dire ce qui va suivre. Je dus m'arrêter, je respirais. C'était exactement ce que je ressentais, soulagé et triste, et sans savoir ce qui allait suivre. Comme toujours, elle m'avait lu sans être présente. Comme toujours, elle avait anticipé ce dont j'avais besoin avant même que je ne le sache moi-même. Je continuais à lire. Tout d'abord, je veux que tu saches quelque chose que je ne t'ai jamais dit assez souvent de mon vivant et que je regrette de ne pas avoir répété plus souvent. Tu es le meilleur homme que je connaisse. Non pas parce que tu es parfait, précisément parce que tu ne l'es pas. Parce que tu es bon, même si parfois cela te coûte. Parce que tu fais confiance, même si parfois cela te blesse. Parce que tu aimes vraiment, même si on ne te le rend pas toujours de la même manière. Ce n'est pas de la naïveté, mon fils. C'est du caractère. Et le monde a besoin de plus de personnes avec ce caractère, même si le monde ne le reconnaît pas toujours. Je dus baisser le papier un instant. Monsieur Felipe regardait par la fenêtre. Il me laissait de l'espace. Il était doué pour ça. Je revins à la lettre. Ce que j'ai vécu ces 2 ans n'a pas été facile. Savoir ce que je savais et ne pas pouvoir te le dire, te voir avec elle et devoir garder le silence. Il y avait des nuits à l'hôpital où la seule chose que je voulais, c'était t'appeler et tout te raconter. Mais je savais que ce n'était pas le moment. Je savais que si je te le disais prématurément, tu réagirais par la douleur et non par la clarté. Et tu avais besoin de clarté. Tu as toujours eu besoin de clarté plus que de réconfort, même si tu ne le savais pas toujours. Elle avait raison. Elle avait toujours eu raison sur ces choses. L'argent que je t'ai laissé n'est pas seulement de l'argent, c'est du temps, c'est de la liberté. C'est la possibilité de choisir ce qui va suivre sans que personne ne te presse ni ne te conditionne. Utilise-le avec intelligence, mais ne le transforme pas en la chose la plus importante. Ne laisse jamais l'argent être la chose la plus importante, mon fils. Ceux qui font cela finissent par ressembler aux personnes dont je te protège. Je lus cette ligne 2 fois et compris que ma mère, même dans ses dernières paroles, m'enseignait quelque chose. Il y a encore une chose que je veux que tu saches, et c'est la partie que j'ai eu le plus de mal à écrire. Quand Vanessa est venue me rendre visite il y a 2 ans pour me poser des questions sur mes biens, je lui ai répondu calmement. Je lui ai dit que je ne savais pas de quoi elle parlait. Mais avant qu'elle ne parte, je lui ai demandé quelque chose. Je lui ai demandé si elle était heureuse avec toi. Oui, elle t'aimait, et elle m'a regardé dans les yeux. Ramiro, elle m'a regardé directement et m'a dit que oui, qu'elle t'aimait. Et à ce moment-là, je n'ai pas su si elle mentait ou si, en quelque part d'elle, c'était vrai. Je ne le sais toujours pas, mais ce que je sais, c'est que l'amour qui n'est pas capable d'être loyal n'est pas suffisant. Peu importe s'il est réel en quelque part. S'il n'est pas suffisant pour être loyal, il n'est pas suffisant pour toi. Je pliai le papier, le dépliai, continuai à lire. Maintenant, ce qui suit, et c'est le plus important de tout ce que je t'ai écrit. Je veux que tu te donnes la permission de recommencer, sans culpabilité, sans avoir le sentiment de devoir expliquer à qui que ce soit ce qui s'est passé, ni de justifier ce que tu as décidé. Recommencer n'est pas abandonner, c'est exactement le contraire. C'est avoir le courage de dire ⁇ Cela n'a pas fonctionné. Ça m'a fait mal, je l'ai vécu et maintenant je vais de l'avant. Cela demande plus de force que de rester. Cela demande toujours plus de force que de rester. Dehors, dans la rue, une voiture passa avec de la musique. Un son complètement ordinaire qui, à ce moment-là, me parut le son le plus normal et le plus réconfortant du monde. La vie dehors suivait son rythme. Le monde sans savoir ni se soucier de ce qui se passait à l'intérieur de ce petit bureau à l'odeur de vieux papier, la vie ordinaire, qui était exactement ce que je voulais retrouver. Une dernière chose,
Et avec cela, je termine, parce que je suis fatigué d'écrire, et que ma main me fait mal, et que l'infirmière va me gronder si elle me voit avec le carnet. Il y a une boîte dans le placard de ma chambre, sur l'étagère du haut, derrière les couvertures bleues. Ouvre-la quand tu seras prêt. Pas avant. Tu sauras quand ce sera le moment. Avec tout mon amour, toujours ta maman. Je pliai la lettre, la rangeai dans la poche de ma veste, près de mon cœur, là où je sentais qu'elle devait être. Monsieur Felipe me regarda quand je levai la tête. Ça va demanda-t-il. Oui, dis-je. Et c'était vrai, d'une manière qui ne l'avait pas été depuis longtemps. Je rentrai à la maison, allai directement dans la chambre de ma mère, ouvris le placard, déplaçai les couvertures bleues qui sentaient la lavande et le temps conservé. Et derrière elle, exactement là où elle avait dit, il y avait une petite boîte en bois, simple, sans ornement, avec une petite serrure qui n'avait pas de clé parce qu'elle n'était pas fermée. Je la sortis avec précaution. Je m'assis sur le bord de son lit, sur la courte pointe tissée de couleurs. J'ouvris la boîte. À l'intérieur, il y avait plusieurs choses. Une photographie de moi quand j'étais enfant, d'environ 7 ou 8 ans, souriant avec toutes les dents de lait que j'avais encore, les cheveux en bataille et une chemise à rayures dont je ne me souvenais pas, mais qui, sur la photo, me faisait ressembler à l'enfant le plus heureux du monde. Sous la photographie, il y avait une fine chaîne en argent, celle que ma mère avait toujours portée, celle dont je me souvenais depuis que j'avais la mémoire, avec une petite médaille si usée par les années qu'on ne pouvait presque plus distinguer l'image. Et sous la chaîne, pliée en quatre, il y avait un papier. Ce n'était pas une longue lettre, c'était juste une feuille avec quelques lignes écrites de la même écriture que d'habitude, mais plus tremblante que les précédentes. L'écriture de quelqu'un qui écrit avec un corps déjà très fatigué, mais avec une volonté complètement intacte. Cette chaîne est celle que ton père m'a offerte quand nous nous sommes fiancés. Je l'ai portée tous les jours de ma vie. Je veux que tu l'aies, non pas pour la garder, mais pour que tu la portes, pour que chaque fois que tu la sentiras à ton cou, tu te souviennes que tu es né d'un amour véritable, que cela existe, que cela est possible et que tu mérites de le retrouver. Je restai immobile pendant un temps que je ne sus mesurer. Avec la chaîne dans la main, avec la photographie de l'enfant de 7 ans que j'étais sur la courte pointe colorée, avec l'écriture tremblante de ma mère sur le papier et son parfum encore présent dans chaque centimètre de cette pièce. Et alors, il se passa quelque chose que je n'attendais pas. Je ne pleurais pas, je souris. Je souris de cette manière qui apparaît parfois quand quelque chose de très douloureux et quelque chose de très beau arrivent en même temps, et que le corps ne sait pas comment séparer les deux choses et les traite ensemble, mêlées comme une seule émotion qui n'a pas de nom exact, mais qui se sent complètement réelle. Je mis la chaîne, je la sentis froide au début contre ma poitrine, puis elle se réchauffa avec la chaleur de mon corps. Ensuite, je cessai de la sentir comme quelque chose d'étranger et elle commença à se sentir comme quelque chose de mien. Je me levai, j'allai à la fenêtre de la chambre de ma mère. Le petit jardin était là, avec les plantes que personne n'avait arrosées depuis des semaines et qui pourtant restaient vivantes, résistant comme résistent toutes les choses qui ont des racines suffisamment profondes. Je pensais à tout ce qui s'était passé ces derniers jours. La lettre dans le couloir, la voix de Francisco dans l'enregistrement, le visage de Vanessa quand elle comprit qu'il n'y avait rien à emporter, la signature sur les papiers du divorce, le bureau de M. Felipe, les nuits seules à l'hôtel, les matins avec le café dans la cuisine de ma mère, et je pensais à elle, à Ophélia, à la femme qui avait supporté une maladie terminale avec la même dignité silencieuse que celle avec laquelle elle avait mené toute sa vie, qui avait dépensé ses dernières énergies non pas à faire ses adieux, mais à construire, qui m'avait fait confiance, bien que je ne lui ai pas toujours donné de raison de le faire, qui m'avait connu mieux que personne et m'avait aimé exactement ainsi, avec tous mes défauts et mes angles morts, et ma tendance à croire trop aux mauvaises personnes. Il y avait une chose que je compris cet après-midi-là, debout devant la fenêtre avec sa chaîne au cou et son jardin devant moi, que l'amour véritable ne disparaît pas. Il change de forme, il devient souvenir, il devient objet, il devient une chaîne en argent fin qui se réchauffe avec la chaleur du corps. Il devient une lettre pliée en quatre et gardée dans la poche. Il devient la sensation d'avoir été vu, protégé et aimé par quelqu'un qui n'est plus là, mais qui d'une certaine manière
continue d'être présent dans chaque décision que l'on prend. À chaque moment où l'on choisit la dignité plutôt que la réaction, la clarté plutôt que l'impulsion, la patience plutôt que le désespoir. Ma mère m'avait enseigné tout cela, non pas avec des mots, mais avec ce qu'elle avait fait. Je sortis dans le jardin, je pris le tuyau d'arrosage, je commençai à arroser les plantes que personne n'avait arrosées depuis des semaines, une par une, avec calme, sans hâte. C'était un petit acte, complètement ordinaire, mais cela se sentit comme le premier pas de quelque chose de nouveau, comme le premier jour d'une vie qui n'avait pas encore de forme, mais qui était complètement mienne. Et cela, après tout ce qui s'était passé, était exactement suffisant.